How many judges do you think have been fired by the Trump administration? 10, 20, over 40? And I'll give you the numbers in just a moment. But also, hear me when I say this thing. A lot of people now kind of think that they are going to be deported. So the money is flowing out from their pockets into their countries before they actually get out of United States. Many countries, Honduras, Venezuela, and other Latin American companies. Les événements récents, impliquant la direction du département américain de la sécurité intérieure, ont fait l'objet d'une attention institutionnelle et d'un débat public, en raison des questions soulevées simultanément au sein du pouvoir judiciaire fédéral et du Congrès. Selon les informations disponibles dans les registres officiels, les décisions administratives relatives aux politiques d'expulsion et aux procédures d'octroi de l'asile ont été examinées non pas comme des événements isolés, mais dans le cadre plus large de la surveillance constitutionnelle. Ces épisodes sont encore en cours d'examen et de discussion, sans conclusion définitive établie par aucune instance compétente. Sur le plan judiciaire, le point central de la controverse concerne une ordonnance rendue par un juge fédéral de la circonscription de Washington, D.C., qui ordonnait la suspension temporaire de certaines opérations d'expulsion. La décision judiciaire visait à garantir que les personnes détenues par le gouvernement restent sous juridiction fédérale pendant l'examen des demandes d'urgence, en particulier celles qui alléguaient des risques importants pour leur intégrité physique si l'expulsion était effectuée avant la fin de l'examen judiciaire. Selon les documents présentés au tribunal, l'ordonnance était claire quant à la nécessité d'interrompre immédiatement les vols prévus. Malgré cela, des registres ultérieurs indiquent qu'une partie des expulsions aurait été exécutée même après la délivrance de l'ordonnance judiciaire. L'administration fédérale a reconnu que la décision opérationnelle avait été prise par la chaîne de commandement du département de la sécurité intérieure, ce qui a conduit le magistrat à ouvrir une phase d'enquête afin de déterminer s'il y avait eu non-respect délibéré de l'ordonnance ou si cette conduite résultait d'une interprétation juridique divergente. Le juge a indiqué qu'à ce stade, son objectif était de recueillir des informations, d'entendre des témoins et de comprendre le processus décisionnel interne, sans se prononcer définitivement sur la responsabilité pénale ou administrative. Ce type de procédure est prévu dans le système juridique américain, bien qu'il soit relativement rare lorsqu'il implique des autorités de haut rang. Le pouvoir judiciaire dispose de prérogatives pour garantir le respect de ces ordonnances et lorsqu'il identifie des indices de désobéissance potentielle, il peut ouvrir des audiences probatoires pour établir les faits. Dans ces circonstances, l'analyse ne se limite pas aux résultats pratiques de l'action administrative, mais comprend également l'évaluation du degré de connaissance, de l'intention et du caractère raisonnable des décisions prises par les agents publics concernés. Parallèlement à cette procédure judiciaire, la secrétaire à la sécurité intérieure a été convoquée pour témoigner devant une commission du Congrès, dans le cadre de l'exercice de la fonction constitutionnelle de contrôle de l'exécutif. L'audience s'est déroulée dans un contexte politique marqué par d'intenses débats sur l'immigration, la sécurité nationale et les conséquences administratives du retrait des forces américaines d'Afghanistan. Les parlementaires cherchaient à clarifier des décisions spécifiques liées à l'octroi de l'asile à un individu qui a ensuite été impliqué dans un épisode violent, ayant entraîné la mort de membres de la garde nationale. Selon la transcription officielle de l'audience, la question centrale posée à la secrétaire était objective et visait à identifier quelle administration avait officiellement autorisé la demande d'asile en question. Certains parlementaires s'attendaient à obtenir une réponse factuelle directe sur l'acte administratif. La secrétaire a quant à elle répondu en contextualisant les procédures de vérification et de sélection adoptées au fil du temps, mentionnant les règles et pratiques établies par les administrations précédentes, mais sans confirmer directement quelle autorité avait donné l'approbation finale. Cette réponse a suscité des débats pendant l'audience elle-même. Le président de la commission a averti que des réponses trop évasives pourraient, en théorie, soulever des questions sur l'obligation légale de fournir des informations claires au Congrès.
Il est important de souligner qu'à ce jour, aucune accusation formelle pour faux témoignage ou parjure n'a été déposée. Les avertissements prononcés lors de l'audience font partie du répertoire institutionnel utilisé lors des sessions de contrôle pour inciter les témoins à fournir des explications plus précises. Le fonctionnement de ces audiences doit être compris dans le contexte institutionnel du Congrès américain. Le pouvoir législatif dispose de larges pouvoirs d'enquête et peut convoquer des autorités du pouvoir exécutif pour témoigner sous serment. Dans le même temps, il est courant que les autorités adoptent une attitude prudente lorsqu'elles répondent à des questions portant sur des décisions sensibles, en particulier lorsque ces décisions peuvent avoir des implications juridiques ou politiques plus larges. Cette tension entre le contrôle législatif et la prudence administrative est récurrente dans l'histoire institutionnelle du pays. Un autre élément qui a contribué à la répercussion de l'épisode a été le départ anticipé de la secrétaire avant la clôture officielle de l'audience. Selon les rapports rédigés par les membres de la commission et enregistrés par la suite, la justification présentée pour ce départ aurait été un engagement institutionnel qui n'a finalement pas abouti, bien qu'il n'existe pas de sanctions automatiques associées à ce type de comportement. Les parlementaires ont interprété cet épisode comme une violation des règles traditionnelles de coopération entre les pouvoirs, ce qui a amplifié le débat public autour de la position adoptée. Ces événements ne peuvent être analysés isolément, mais doivent être considérés dans le cadre plus large des questions relatives aux limites du pouvoir exécutif et aux mécanismes de responsabilisation prévus par le système constitutionnel américain. Les analystes soulignent que les situations dans lesquelles une autorité de haut rang est simultanément confrontée à des remises en question de la part du pouvoir judiciaire et du Congrès sont inhabituelles, mais constituent un test important pour le fonctionnement des freins et contrepoids institutionnels. Dans le cas des expulsions, le débat porte également sur les obligations juridiques internationales, les droits de l'homme et la responsabilité de l'État à l'égard des personnes placées sous sa garde. Les allégations selon lesquelles les personnes expulsées pourraient être confrontées à des conditions dégradantes ou abusives dans le pays de destination sont actuellement examinées par les tribunaux. Et à ce jour, aucune décision définitive n'a été rendue sur la légalité des mesures prises par l'exécutif dans cette affaire spécifique. De même, la controverse liée à l'octroi de l'asile a été interprétée par les experts comme le reflet de la complexité des procédures administratives impliquées, en particulier dans les cas concernant des collaborateurs d'opérations militaires ou de renseignement. Ces procédures s'étendent souvent sur plusieurs administrations et impliquent de multiples instances décisionnelles, ce qui rend difficile l'attribution simplifiée des responsabilités et renforce la nécessité d'une analyse détaillée des registres officiels. La situation actuelle se caractérise donc par des enquêtes en cours, des interprétations concurrentes et une attention institutionnelle croissante portée aux pratiques administratives du département de la sécurité intérieure. À l'heure actuelle, il n'y a pas de conclusion judiciaire définitive ni de décision législative formelle qui mette fin au débat. On observe plutôt l'activation d'instruments de contrôle qui font partie du fonctionnement normal du système politique et juridique des États-Unis, même si les circonstances attirent davantage l'attention du public. À mesure que de nouvelles audiences auront lieu et que les organes concernés avanceront dans leurs analyses, le débat devrait continuer à évoluer. Les observateurs soulignent que le déroulement de ces événements pourrait fournir des éléments pertinents pour comprendre comment les institutions américaines gèrent les conflits entre l'autorité exécutive, l'exécution des ordonnances judiciaires et la responsabilité devant le Congrès, sans que cela n'implique nécessairement des résultats immédiats ou concluants. L'analyse se concentre sur le cadre juridique et institutionnel des mesures en discussion, en particulier en ce qui concerne la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire dans le système constitutionnel américain. Selon les experts en droit constitutionnel et administratif, les ordonnances rendues par les juges fédéraux ont un caractère contraignant immédiat, indépendamment des désaccords de la part du pouvoir exécutif. Lorsqu'une agence ou une autorité estime qu'une décision judiciaire est erronée ou excessivement large,
La voie institutionnelle prévue est l'introduction d'un recours, la demande de suspension de l'ordonnance ou la demande de révision par des instances supérieures, et non l'adoption de mesures qui contredisent directement la décision judiciaire tant qu'elle reste en vigueur. Dans ce contexte, le débat autour des expulsions ne se limite pas à la politique migratoire en soi, mais touche à la question plus large du respect des décisions judiciaires en tant qu'élément central de l'état de droit. Selon les registres de procédure, le juge chargé de l'affaire a clairement indiqué que son ordonnance avait pour but de préserver la compétence du tribunal, tout en évaluant les allégations de risques graves pour les personnes concernées. La poursuite des expulsions après la délivrance de l'ordonnance a conduit le magistrat à se demander s'il s'agissait d'un problème de communication, d'une erreur d'interprétation juridique ou d'une décision délibérée de poursuivre malgré l'interdiction. Cette distinction est importante, car en droit américain, la qualification de délit de désobéissance judiciaire exige généralement de démontrer que l'autorité avait connaissance de l'ordonnance et a choisi de ne pas la respecter. La possibilité de nommer un procureur indépendant a également été discutée dans ce contexte. Bien que le ministère de la Justice soit en règle générale l'organe chargé de mener les enquêtes et d'éventuelles poursuites pénales, la jurisprudence admet des exceptions en cas de conflit d'intérêts évidents. Les analystes juridiques observent que si de hauts fonctionnaires de l'exécutif lui-même font l'objet d'une enquête, la question de l'impartialité de l'organe chargé d'enquêter sur leur conduite peut se poser. Néanmoins, l'adoption de ce mécanisme est considérée comme extraordinaire et dépend de critères rigoureux, ce qui renforce le caractère préliminaire des discussions en cours. Sur le plan législatif, l'analyse institutionnelle se concentre sur les limites et les devoirs associés au témoignage des autorités devant le Congrès. Selon la législation fédérale, le fait de faire un faux témoignage sous serment constitue un délit, mais l'application de cette disposition exige la preuve d'une intention délibérée de tromper. Les juristes soulignent qu'il existe une différence significative entre fournir consciemment une information erronée et choisir des réponses jugées incomplètes ou excessivement générales. Le débat actuel se concentre précisément sur cette zone grise dans laquelle les parlementaires évaluent si le comportement observé dépasse le seuil de l'évasion politique et entre dans le domaine de la responsabilité juridique. Les audiences de contrôle, de par leur nature, impliquent souvent des différentes interprétations et des stratégies rhétoriques. Les autorités exécutives ont tendance à formuler leurs réponses de manière à protéger les informations sensibles ou à éviter de compromettre les positions institutionnelles, tandis que les parlementaires recherchent des réponses directes pouvant être utilisées à des fins de contrôle ou de débat public. Ce conflit, bien que courant, prend une importance accrue lorsqu'il concerne des questions sensibles telles que la sécurité nationale, l'immigration et les épisodes de violence ayant des répercussions nationales. Un autre aspect institutionnel important concerne la dynamique interne du département de la sécurité intérieure. Il s'agit de l'une des plus grandes structures administratives du gouvernement fédéral, dont les responsabilités couvrent l'immigration, le contrôle des frontières, la sécurité des transports, la réponse aux catastrophes et la coordination avec les agences étatiques et locales. Les décisions prises au sommet de la hiérarchie sont souvent fondées sur des recommandations techniques et des avis juridiques élaborés par plusieurs unités internes. Les analystes soulignent que, dans des contextes de crise ou de forte pression politique, ces chaînes décisionnelles peuvent devenir plus opaques, rendant difficile la reconstruction ultérieure des processus qui ont conduit à certaines actions. Dans le cas spécifique de l'octroi de l'asile, le débat public a également mis en évidence la complexité des programmes créés pour accueillir les personnes qui ont collaboré avec les forces militaires ou les services de renseignement américains dans les zones de conflit. Selon des documents officiels, ces programmes ont été mis en œuvre sous différentes administrations et impliquent des critères d'éligibilité spécifiques ainsi que des étapes successives de vérification. L'attribution de la responsabilité exclusive à une seule autorité ou à un seul gouvernement tend à être contestée par les experts qui soulignent le caractère cumulatif et interadministratif de ces processus.
Des discussions sont également en cours sur la communication institutionnelle adoptée par l'administration face à ces événements. Les observateurs soulignent que des réponses fragmentées ou excessivement techniques peuvent contribuer à donner une impression de manque de transparence, même lorsqu'il n'y a pas d'intention délibérée de dissimuler des informations. D'autre part, les autorités font valoir que des simplifications excessives peuvent déformer la réalité administrative et juridique, en particulier sur des questions qui impliquent de multiples cadres juridiques et temporels. Du point de vue du système de freins et contrepoids, la situation actuelle est interprétée comme un exemple de fonctionnement simultané de différents mécanismes de contrôle. Le pouvoir judiciaire exerce son autorité en enquêtant sur le respect de ces ordonnances, tandis que le pouvoir législatif utilise des audiences et des interrogatoires publics pour évaluer l'action du pouvoir exécutif. Ces processus se déroulent de manière parallèle mais indépendante et ne supposent pas de coordination entre les pouvoirs, ce qui explique la multiplicité des fronts d'interrogation auxquels est confrontée une même autorité. Il est important de souligner qu'à ce stade, aucune décision finale n'a été prise concernant des sanctions, des destitutions ou des condamnations. Le débat reste dans le domaine de l'enquête, de l'interprétation juridique et de l'évaluation politique. L'évolution de ces processus dépendra de la production de preuves, du contenu des témoignages recueillis et des décisions prises par les juges et les parlementaires dans l'exercice de leurs compétences constitutionnelles. Les analystes institutionnels observent que des épisodes comme celui-ci ont tendance à produire des effets qui vont au-delà des personnes directement impliquées. Ils conduisent souvent à des révisions des procédures internes, à des ajustements des protocoles de communication et, dans certains cas, à des propositions de modifications législatives visant à clarifier les responsabilités ou à éviter de futures ambiguïtés. En ce sens, l'accent n'est pas seulement mis sur la responsabilité personnelle éventuelle, mais aussi sur l'apprentissage institutionnel découlant du conflit. À mesure que de nouvelles audiences judiciaires et législatives auront lieu, le débat devrait prendre des contours plus précis, même s'ils ne sont pas encore définitifs. Il est important de suivre attentivement ces développements, afin de comprendre comment le système politique américain gère les situations dans lesquelles les décisions exécutives sont remises en question sous de multiples angles, mettant à l'épreuve la résilience et la capacité d'adaptation des institutions responsables de la gouvernance et de la préservation de l'état de droit. La lecture de cet épisode se déplace, une fois de plus, vers ces implications institutionnelles de plus grande envergure et vers les débats que cette série d'événements suscite parmi les chercheurs, les analystes du système politique et les spécialistes du droit public aux États-Unis. À ce stade, l'attention ne se porte pas sur la détermination des responsabilités individuelles, qui reste indéfinie, mais sur la manière dont la situation met en évidence les tensions structurelles persistantes entre le pouvoir exécutif, les instruments de contrôle du pouvoir législatif et l'action du pouvoir judiciaire, en particulier dans des domaines sensibles tels que l'immigration, la sécurité nationale et le respect des décisions judiciaires. D'un point de vue constitutionnel, plusieurs chercheurs soulignent que la séparation des pouvoirs dans le système institutionnel américain n'a pas été conçue pour supprimer les conflits entre les branches du gouvernement, mais pour les organiser dans des canaux institutionnels stables et prévisibles. Les épisodes où l'exécutif est remis en question simultanément par le pouvoir judiciaire et le Congrès ont tendance à rendre ces frictions plus visibles. Dans ces circonstances, le système est mis à l'épreuve non seulement en ce qui concerne la conformité juridique d'actes spécifiques, mais aussi en ce qui concerne la disposition des acteurs institutionnels à reconnaître les limites, à fournir des éclaircissements et à accepter la révision des décisions par d'autres instances de l'État. Dans le débat en cours, l'un des thèmes centraux concerne la portée de l'autorité des magistrats fédéraux pour imposer des restrictions immédiates aux initiatives administratives, y compris dans des domaines traditionnellement associés aux prérogatives de l'exécutif, tels que l'immigration et la politique étrangère, bien que la jurisprudence reconnaisse une marge de discrétion importante à l'exécutif dans ces domaines. Elle établit également que cette marge n'est pas absolue et doit être exercée dans les limites fixées par la Constitution
et les lois fédérales. L'affaire en question a relancé le débat sur la manière dont les ordonnances judiciaires d'urgence doivent être interprétées par les agences chargées de leur exécution, que ce soit de manière plus stricte ou plus large. Un autre axe récurrent des analyses concerne la culture administrative présente dans les grandes structures fédérales. Depuis sa création, le département de la sécurité intérieure concentre des attributions diverses et parfois contradictoires, ce qui tend à générer des défis supplémentaires en matière de coordination interne. Les observateurs soulignent que, dans des contextes de forte pression politique ou de délais opérationnels réduits, les décisions peuvent être prises sur la base d'interprétations juridiques encore en cours de consolidation, ce qui augmente le risque de conflits ultérieurs avec le pouvoir judiciaire. Cette dynamique ne se limite pas à une administration spécifique, mais reflète les difficultés structurelles rencontrées par les grands organismes. Au niveau du Congrès, cet épisode relance également les débats sur l'efficacité des audiences de contrôle en tant qu'instrument de contrôle institutionnel. Des parlementaires de différentes tendances politiques évaluent si le format actuel de ces sessions favorise des éclaircissements substantiels ou s'il tend à encourager des confrontations rhétoriques qui rendent difficile l'obtention d'informations précises. La controverse autour de réponses perçues comme évasives renforce les questions anciennes sur la frontière entre la prudence institutionnelle légitime et l'obligation légale de fournir des informations claires et complètes au pouvoir législatif. Il existe également des effets liés à la confiance du public dans les institutions. Les sondages d'opinion et les analyses universitaires suggèrent que les épisodes de tension entre les pouvoirs peuvent soit renforcer, soit affaiblir cette confiance, selon la perception que les mécanismes de contrôle fonctionnent de manière régulière et impartiale. Lorsque les processus d'enquête sont menés de manière transparente et dans le respect des règles, ils ont tendance à être interprétés comme des signes de solidité institutionnelle. En revanche, les perceptions d'impunité ou de politisation excessive peuvent alimenter le scepticisme quant à la capacité du système à imposer des limites effectives à l'exercice du pouvoir. Dans le domaine juridique, les experts suivent avec attention l'hypothèse, encore considérée comme lointaine, d'une éventuelle responsabilité pénale d'une autorité ministérielle pour non-respect d'une décision judiciaire. Bien que les situations de cette nature soient rares, les précédents historiques indiquent que lorsqu'elles se produisent, elles ont généralement des effets durables sur les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Le simple fait d'envisager cette possibilité est interprété par certains analystes comme un signe que le tribunal cherche à réaffirmer le rôle central de ses décisions dans l'équilibre institutionnel, sans anticiper de résultats concrets. De même, dans le domaine législatif, l'évaluation éventuelle du renvoi de questions formelles liées aux faux témoignages en est encore à ses débuts et dépend de variables politiques et juridiques. Les commissions du Congrès exercent historiquement une large marge d'appréciation pour décider de donner suite ou non à ce type d'initiative. Dans de nombreux cas, la simple possibilité d'un renvoi exerce déjà une fonction disciplinaire, sans nécessairement donner lieu à des procédures formelles. Néanmoins, le simple débat sur cette hypothèse contribue à intensifier le contrôle de la conduite des autorités de l'exécutif. Un autre aspect important concerne les répercussions internes au sein même de l'administration fédérale. Les analystes observent que les épisodes de cette nature conduisent souvent à une révision des protocoles, en particulier en ce qui concerne la communication avec le pouvoir judiciaire et le Congrès. La production de mémorandums internes, l'ajustement des processus décisionnels et une plus grande participation des conseillers juridiques sont des réponses récurrentes dans les situations de remise en question institutionnelle importantes. Bien que moins visibles pour le public, ces changements peuvent influencer de manière significative la mise en œuvre des politiques futures. Dans le débat plus large sur la politique migratoire, cette affaire s'inscrit dans une discussion continue sur l'équilibre entre l'efficacité administrative, la sécurité nationale et la protection des droits individuels. Indépendamment de l'issue spécifique des enquêtes en cours, les experts observent que les décisions judiciaires et les audiences législatives de ce type ont souvent des répercussions sur la formulation des politiques ultérieures,
que ce soit par le biais d'ajustements réglementaires ou d'initiatives législatives visant à réduire les ambiguïtés juridiques. Il est important de souligner que, jusqu'à présent, toutes ces discussions se déroulent dans un contexte d'incertitude institutionnelle maîtrisée. Il n'y a pas de décision finale indiquant des ruptures dans le fonctionnement du système ou des résultats prédéfinis. Le processus suit les procédures prévues avec des délais fixés, des audiences formelles et des déclarations des parties concernées. Pour de nombreux observateurs, cet aspect est tout aussi important que le contenu spécifique des controverses, car il démontre la continuité des procédures même dans des situations politiquement sensibles. À mesure que de nouveaux éléments sont intégrés aux procédures en cours, le débat public tend à passer des évaluations initiales à des analyses plus techniques et fondées. Les rapports officiels, les témoignages sous serment et les décisions interlocutoires devraient contribuer à clarifier les faits et les interprétations juridiques possibles. Néanmoins, les analystes s'attendent généralement à ce que toute conclusion, tant au niveau judiciaire que législatif, soit élaborée progressivement, reflétant la complexité des questions en jeu. Dans une perspective plus large, cet épisode est considéré comme un exemple de la manière dont le système politique américain gère les tensions entre les pouvoirs sans recourir à des solutions immédiates ou simplistes. Le déroulement des événements peut offrir des enseignements institutionnels pertinents sur les limites de l'autorité, les obligations de rendre des comptes et la capacité des institutions à absorber les conflits sans compromettre leur stabilité. En ce sens, l'affaire reste ouverte non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi en tant qu'objet de réflexion continue sur le fonctionnement pratique de la gouvernance démocratique dans le pays.